Mélissa va maintenant nous présenter sa plaidoirie. Nos hôpitaux psychiatriques sont malades. J'ai été surprise lorsque je suis rentrée dans la chambre d'isolement, le moment le plus choquant de ma vie. C'était la première fois que je voyais le dispositif de torture. C'est lorsque l'équipe a commencé à me demander de me déshabiller et de mettre une protection très humiliante, puis m'a attachée sur le lit, que j'ai su que mon sort était entre leurs mains. Par ailleurs, il est bien noté dans le rapport me concernant que je suis asthmatique et que je dois absolument utiliser ma ventoline. Je suis restée en chambre d'isolement avec contention mécanique pendant 12 heures de suite, de 19 heures jusqu'à 7 heures du matin. Immobilisation totale, les 4 membres attachés et la poitrine sanglée, malgré mon asthme. J'avais l'interdiction d'aller aux toilettes et d'utiliser ma ventoline, malgré mes crises respiratoires. La deuxième période de contention a duré 15 heures, sans interruption, de 19 heures jusqu'à 10 heures le lendemain, sans aucune visite d'un psychiatre pour me parler, me rassurer ou juste évaluer mon état psychique. J'ai souvent crié en suppliant, mais sans aucune réponse, parfois pour demander d'aller aux toilettes et parfois parce que j'avais la sensation d'étouffer, à cause de mon asthme et de la contention de poitrine, gênant ma respiration. J'ai également ressenti des douleurs de rétention urinaire. Je suis sortie de cet internement en hôpital psychiatrique dans un état plus dégradé qu'auparavant, physiquement et psychiquement, traumatisée du fait des contentions abusives et avec une phobie des centres hospitaliers et des psychiatres. Ce témoignage que vous venez d'entendre est celui d'une étudiante en France, ayant développé une forme de dépression selon son psychiatre et qui a eu la chance d'être internée en hôpital psychiatrique. J'ai pris ce témoignage pour exemple, mais c'est loin d'être la seule à avoir subi ces tortures, ces actes inhumains au sein même de nos hôpitaux psychiatriques. C'est également le cas de André, Liam, Emma, Antoine, Baptiste, Ava, Gabriel. En effet, 50% des personnes hospitalisées se disent avoir mal vécu leur hospitalisation. Et parmi eux, beaucoup affirment ressortir avec des traumatismes de leur séjour. Mais bon, sont-ils réellement légitimes de se plaindre ? Après tout, ils sont fous, ils sont malades, ils ne savent plus ce qu'ils disent, ils hallucinent. Comment faire porter l'injustice subie lorsque notre propre voix n'est écoutée de personne sous prétexte de la maladie ? Et comment faire lorsque nos hôpitaux psychiatriques font ressortir leurs patients plus malades que lorsqu'ils y sont rentrés ? Certains d'entre vous me diront peut-être que je défends une cause qui n'a pas lieu d'être, que les hôpitaux psychiatriques sont loin d'être une priorité en France. Flash info, savez-vous qu'un Français sur 5 est touché par un trouble psychique, selon l'Organisation mondiale de la santé ? Dites-moi, combien sommes-nous dans cette pièce ? Je vous invite à regarder vos 2 voisins de droite ainsi que vos 2 voisins de gauche. Vous avez bien entendu, un Français sur 5. Cela en fait déjà beaucoup parmi nous. Nous sommes tous concernés par la santé mentale et donc par la qualité de nos hôpitaux psychiatriques, dès lors que dans ces 1 sur 5 peut se trouver notre mère, notre frère, notre cousine, nos enfants, ou vous. La deuxième donnée la plus choquante en France, je ne sais pas si vous étiez au courant, eh bien je vous le dis. Messieurs, mesdames, nous avons l'un des taux de suicide les plus élevés d'Europe. Effectivement, le ministre de la Prévention et de la Santé affirme que la première cause de mortalité chez les 15-35 ans est le suicide. Et non, messieurs, les femmes ne sont pas les seules à mettre fin à leur jour, car parmi ces suicides, chaque année, 75% sont des hommes. Je pense qu'il est important de préciser que le suicide n'est pas un choix en tant que tel. Il est généralement l'aboutissement d'un long processus au cours duquel la personne n'est pas écoutée. Elle n'est pas écoutée. Être la première cause de mortalité chez les 15-35 ans, cela en dit long sur l'état du système chargé de notre santé mentale. Et comment faire lorsque nos hôpitaux psychiatriques font ressortir leurs patients plus malades que lorsqu'ils y sont rentrés ? L'un des plus gros problèmes des structures psychiatriques, mis à part la contention et l'isolement, est ce qu'on appelle la spirale d'exclusion.
Pour être plus clair, l'internement en hôpital marque une rupture dans la vie sociale et professionnelle du patient. Au-delà de la maladie, les personnes atteintes d'un trouble psychique rencontrent bon nombre d'autres problèmes. Imaginez la difficulté de retrouver un travail après des mois ou des années d'internement, quand bien même il faut parvenir à surmonter les discriminations et les a priori que le monde se fait de vous. Qui voudrait d'un schizophrène dans son usine, d'une bipolaire comme secrétaire, d'un borderline ou d'une dépressive comme amie? En effet, la stigmatisation est une deuxième maladie pour les personnes atteintes d'un trouble psychique. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous affirme dans son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ainsi, chacun est digne d'être écouté, compris et soigné, quelle que soit sa maladie. Et selon son article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon une étude, dans le plus grand centre d'urgence psychiatrique français, parmi les 15-17 ans qui y sont hospitalisés, 85% sont envoyés dans des structures pour adultes, des structures inadaptées et inacceptables pour des jeunes de 15-17 ans. En effet, la maladie mentale nécessite une prise en charge, comme toute autre maladie. Mal soignées, les personnes présentent des symptômes résiduels qui favorisent le risque de rechute. Et l'Organisation mondiale de la santé nous définit la santé comme un état de bien-être physique, social et mental. En réponse au manque de prise en charge adaptée en psychiatrie, on nous répond généralement que les hôpitaux sont en suroccupation, qu'ils manquent de budget pour modifier leur système. Il est vrai que la psychiatrie est la deuxième dépense santé en France, avec un montant de 23,4 milliards d'euros par an. Mais parmi les pratiques les plus coûteuses en psychiatrie, y figure la contention et l'isolement. Dès lors, pourquoi l'État français s'obstine-t-il à maintenir des mesures sanitaires conduisant inexorablement à une privation des droits fondamentaux de l'homme, et pourtant si coûteuse? Il existe un groupement en France, le seul, bien qu'il existe depuis des dizaines d'années, actuellement dans notre région, et qui favorise une prise en charge ambulatoire, des hospitalisations à domicile. Ainsi, ils ont pu réduire leur nombre de lits d'hospitalisation de 70 à 8. La durée moyenne du séjour, qui était de 2 ans avant le virage ambulatoire, a été de 6 jours en 2017. La contention et l'isolement n'y sont quasiment jamais pratiqués. Ce système permet également de démontrer qu'il n'est pas plus coûteux qu'un système classique. Ce groupement est le G21. Il est l'un des exemples mêmes que l'amélioration est possible. Aujourd'hui, je ne vous demande pas d'augmenter le budget de nos hôpitaux psychiatriques, bien qu'ils en aient besoin. Non. Aujourd'hui, je vous demande simplement d'utiliser ce budget dans un but commun aux droits de l'homme, dans des structures favorisant le respect de ses libertés. Ne pas dépenser plus, mais dépenser mieux. Aujourd'hui, je vous demande la mise en place d'une psychiatrie humaine, fondée sur une vraie relation médecin-patient, fondée sur le dialogue et la compréhension, plutôt que la contrainte et la stigmatisation. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour vous exprimer mon combat et celui de tant d'autres. Ce constat est connu depuis longtemps, la solution aussi. Tout y est et pourtant rien n'a évolué. Sachant que 15% de nos jeunes sont atteints par un trouble psychique, se poser les bonnes questions aujourd'hui, c'est se poser les bonnes questions pour demain. Ne pensez-vous pas qu'il est enfin temps de changer les choses? Moi, j'ai ma réponse. Et vous ?